Bienvenue sur la chaîne Docteur du Futur. Je vais aborder en biochimie le sujet des acides aminés, et plus particulièrement la méthode de calcul du pHI. Pour cela, je vais d'abord vous introduire les notions associées aux propriétés des acides aminés. Ils sont plus ou moins solubles dans l'eau pour les acides aminés polaires et dans les solvants impolaires pour les acides aminés à chaîne latérale hydrophobe. Ces notions sont abordées dans la vidéo sur la classification des acides aminés que je vous invite à visionner. Un pouvoir rotatoire est également observable pour certains d'entre eux. Les dextrogyres dévient la lumière polarisée vers la droite et les lévogyres vers la gauche. Les acides aminés possèdent aussi des propriétés d'absorption à certaines longueurs d'onde. Ici, pour les trois acides aminés aromatiques, la phénylalanine en vert absorbe à une longueur d'onde de 260 nanomètres, tandis que le tryptophane en jaune et la tyrosine en bleu absorbent autour de 280 nanomètres. Globalement, les acides aminés aromatiques absorbent dans l'UV moyen autour de 260 à 280 nanomètres. L'intérêt de ces longueurs d'onde d'absorption est le dosage par spectrophotométrie des acides aminés ou des protéines. On utilise pour cela la loi de Beer-Lambert avec A est égal à epsilon fois C fois L, où A est l'absorbance, epsilon le coefficient d'extinction molaire, C la concentration et L la longueur de la cuve. Ainsi, si on connaît l'absorbance A, on peut calculer la concentration en protéines en solution. En solution, les acides aminés vont se ioniser et donc avoir une charge globale positive, négative ou neutre. Cela dépend du pH de la solution et de la réactivité de l'acide aminé. À pH basique, la charge globale est positive. À pH physiologique, elle est neutre, on parle de forme zwitterion, et à pH acide, elle est globalement négative. Ces propriétés d'ionisation permettent en laboratoire de mettre en place des stratégies expérimentales pour isoler les acides aminés ou les protéines. Pour cela, un calcul du pHI est nécessaire. Le pHI est le point isoélectrique, c'est-à-dire le pH pour lequel la charge globale de l'acide aminé est neutre. Ce pHI est souvent utilisé pour purifier les acides aminés ou les protéines, et sa formule est pHI qui est égal à pKa1 plus pKa2 divisé par 2. Le pKa est une valeur qui permet d'évaluer l'aptitude d'une espèce chimique à céder un proton H+, à partir d'une certaine valeur de pH. Sa formule est pKa qui est égal à moins log 10 de Ka. Le Ka est la constante d'acidité d'un couple acido-basique, donc plus le pKa est faible, plus l'acide est fort, au contraire, plus il est élevé, plus l'acide est faible. Prenons l'exemple de la glycine pour le calcul du pHI. On retrouve une valeur de pKa associée à l'acide carboxylique COOH, une valeur de pKa associée au groupe amine NH3+, et ici, il n'y a pas de valeur de pKa associée à la chaîne latérale R. En étape 1, on va d'abord placer les valeurs de pKa sur une échelle de pH croissant. On va placer les espèces chimiques dans un second temps, en commençant toujours par les fonctions acide carboxylique COOH, puisqu'elles sont généralement les premières à réagir. En étape 3, on va placer les différents états d'ionisation. Donc au-delà de pKa1 qui est de 2,3, le COOH perd un proton et devient CO-. Le NH3+ reste inchangé puisque la valeur du pKa de 2,3 n'est pas associée à cette espèce chimique. Par contre, au-delà de pKa2 de 9,6, le NH3+ perd un proton et devient NH2 tandis que le CO- reste inchangé. En étape 4, on pourra faire un bilan des charges globales. Au début, on a une charge positive, ensuite, on a une charge neutre parce que si on fait l'addition de la charge associée au CO- et au NH3+, on va avoir une charge nulle. Et enfin, on aura une charge globale négative. On pourra donc procéder au calcul du pHI en prenant les valeurs qui bornent la zone de neutralité, c'est-à-dire 2,3 et 9,6. Donc pHI est égal à 2,3 plus 9,6 divisé par 2, qui est égal à 5,95. J'en conclus que le pHI de la glycine est de 5,95, et si je mets cette glycine à ce pH en solution, elle sera globalement neutre. Prenons l'exemple cette fois-ci de l'aspartate. Il y a une valeur de pKa associée cette fois-ci à la chaîne latérale R. Donc je vais placer les valeurs de pKa sur une échelle de pH croissant. Ici on remarque que le pKa de la chaîne latérale R est inférieur au pKa du NH3+, donc faites attention. En étape 2, je vais placer les espèces chimiques en commençant par les acides carboxyliques, et en étape 3, placer les différents états d'ionisation, et je pourrai faire mon bilan des charges.
Une fois que j'ai fait mon bilan des charges, je peux récupérer les valeurs de pKa qui encadrent la zone de neutralité, c'est-à-dire 2,1 et 3,9. Et donc mon pHi est égal à 2,1 plus 3,9 divisé par 2, qui est égal à 3. Donc le pHi de l'aspartate est de 3, et si je place cet aspartate à un pH de 3 en solution, cet acide aminé sera neutre. Mais alors, quels sont les intérêts applicatifs du pHi? Imaginez que vous êtes chercheur et que l'on vous donne un échantillon contenant un mélange de glycine et d'aspartate. Et on vous demande de doser la quantité d'aspartate. Le problème, il s'agit d'un mélange glycine-aspartate. Donc pour doser uniquement l'aspartate, il va falloir purifier l'échantillon par la méthode de l'électrophorèse. Cette purification se fait sur un gel avec un pôle chargé positivement, c'est-à-dire l'anode, et un pôle chargé négativement, la cathode. On effectue la migration électrophorétique à pH constant de 5,95, imposée par l'expérimentateur. On dépose le mélange glycine-aspartate sur la zone de dépôt. Comme le pHi de la glycine est de 5,95 et donc égal au pH du gel, elle sera neutre et restera au point de dépôt. Pour l'aspartate, le pHi est de 3. Globalement, en dessous du pHi, les acides aminés sont chargés positivement et migrent vers la cathode. Au-dessus du pHi, ils sont chargés négativement et migrent vers l'anode. Ici, comme l'électrophorèse est effectuée à un pH supérieur à 3, c'est-à-dire un pH égal à 5,95, l'aspartate sera chargé négativement et migrera vers l'anode. Donc, grâce à cette méthode d'électrophorèse, je peux donc séparer ma glycine de l'aspartate et récupérer l'aspartate et effectuer un dosage pour quantifier cet acide aminé dans mon échantillon. J'espère vous avoir aidé à mieux comprendre la méthode de calcul pour un pHi. Je réaborderai cette notion dans une prochaine vidéo, cette fois-ci pour le calcul du pHi mais à l'échelle d'une protéine. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour encourager mon travail.